Cette décennie a toujours été celle où nous allions dépasser le point de bascule, parce que c'est la décennie où tous les pays plus jeunes vieillissent au-delà du seuil de renouvellement démographique et où tous les pays plus âgés atteignent la retraite massive. Donc que vous le regardiez d'un point de vue américain, d'un point de vue de la mondialisation ou d'un point de vue démographique, cela a toujours été la dernière décennie. Le Covid a accéléré les choses de 2 ans, et la guerre en Ukraine est un arrêt brutal. Nous ne reviendrons jamais à 2019. Et tu vas adorer cette interview avec Peter Zeihan. Peter est un stratège en géopolitique qui fait des prédictions audacieuses sur l'avenir en se basant sur les réalités intemporelles de la démographie et des contraintes géographiques. Nous parlons de la Chine, nous parlons des États-Unis, du désordre qui s'annonce à travers le monde entier et de la façon dont les dirigeants peuvent s'y préparer. Restez avec nous. Peter, merci d'être venu dans l'émission. Je suis vraiment ravi de discuter avec vous. C'est un plaisir d'être ici. Donc, je veux essayer aussi rapidement que possible de résumer votre point de vue. Et c'est une vision macro-géopolitique. Il y a donc beaucoup d'éléments à décortiquer ici. Pour ceux qui ne connaissent pas vos livres ni vos présentations, je voudrais surtout mettre en avant ces piliers que vous évoquez. Ce qui façonne une grande partie de la vision macro, ce sont les changements démographiques dans différents pays, le contrôle des mers et la sécurité de la navigation à travers les océans, ainsi que l'évolution de la finance et des structures de capital liées à ces changements démographiques, et aussi les contraintes géographiques habituelles auxquelles les pays font face depuis toujours. Nous avons vécu ces dernières décennies dans une période marquée, je dirais, par l'opposé de la volatilité, et nous entrons, comme l'indique la couverture de votre livre ici, dans une période où cette volatilité va exploser. Donc, en partant de là, pouvez-vous donner aux gens une vision un peu plus large de la situation? Bien sûr. Tout ce dont je parle concerne les 2 tendances de la déglobalisation et de la dépopulation. Donc tout d'abord la mondialisation et la façon dont elle prend fin. Le système que nous avons a été établi par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avions pas de système de libre-échange avant cela. Donc si vous n'étiez pas un empire, vous étiez en quelque sorte, généralement une colonie. La Seconde Guerre mondiale a mis fin à ce système. Les Américains ont alors patrouillé les océans pour que tout le monde puisse participer à n'importe quelle chaîne d'approvisionnement, accéder à n'importe quel marché et à n'importe quelle ressource, et travailler avec n'importe quel partenaire. Et pour la première fois, nous avons eu un véritable transport maritime civil, et cela a généré le monde que nous connaissons. C'est le commerce international du pétrole, ce sont l'industrie manufacturière mondiale, c'est l'Union européenne, c'est l'essor de la Chine. Tout cela est issu de la politique américaine pendant la guerre froide. Toute l'idée était, nous allons permettre que cela se produise et nous vous protégerons si, en échange, vous vous rangez de notre côté contre les soviétiques. Eh bien, la guerre froide s'est terminée en 92 et nous nous sommes progressivement éloignés de ce système. Et lors de 7 élections présidentielles consécutives, c'est la personne qui n'aimait pas la mondialisation qui a gagné. Cela inclut Biden. Nous avons dépassé le point de non-retour et verrons le système se désintégrer à nouveau, ce qui sera chaotique à tout point de vue. Pendant ce temps, cela a aussi modifié notre mode de vie. Non seulement les choses s'amélioraient et devenaient un plus sûres, mais les technologies de l'industrialisation pouvaient aussi être appliquées partout, y compris dans les anciennes colonies. Ainsi, de 1945 à 1992, cela concernait principalement le monde occidental et ses alliés. Mais après 1992, cela s'est étendu à l'ensemble du monde. Donc les Chinois ont rejoint lorsque Nixon est allé en Chine, et même les Russes ont rejoint en 1995. Quand vous vous industrialisez, vous vous urbanisez aussi. Et quand vous vous urbanisez, vous avez moins d'enfants. Et après une génération, 2 générations et demie de cela, la majeure partie du monde développé, y compris des endroits parmi les pays en développement les plus avancés, comme la Corée et la Chine, a maintenant vieilli bien au-delà du point de non-retour. Et pour tous ces pays, ce siècle pourrait bien être leur dernier parce que leur population n'est plus au seuil de renouvellement des générations. Maintenant, cela s'est produit à des vitesses différentes selon les endroits, et chaque pays a commencé à un moment différent et a suivi ses propres normes culturelles et ses propres politiques de développement économique. Donc il y a beaucoup de décalage ici. Mais cette décennie a toujours été celle où nous allions franchir le point de bascule, parce que c'est la décennie où tous les pays plus jeunes vieillissent au-delà du point de renouvellement démographique et où tous les pays plus âgés atteignent la retraite massive. Donc que vous le regardiez d'un point de vue américain, d'un point de vue de la mondialisation ou d'un point de vue démographique, cela a toujours été la dernière décennie.
Le Covid a accéléré les choses de 2 ans et la guerre en Ukraine est un arrêt brutal. Nous ne reviendrons jamais à 2019. Et un autre aspect de cela, comme vous l'avez mentionné, c'est ce genre d'assurance par les États-Unis de la sécurité des mers ou, plus généralement, vous savez, ce que l'on appelle le policier du monde. Et dans une certaine mesure, cela est, vous savez, en train d'être retiré. Et vous avez même dit qu'il y a presque une incitation à plus de désordre parce que les États-Unis peuvent tirer davantage profit de ce type d'interaction. Quels sont, selon vous, les domaines les plus susceptibles de déclencher un conflit similaire à celui entre l'Ukraine et la Russie, puisque vous l'aviez prédit il y a 7 ans? Il y en a tellement. Rappelez-vous, nous ne sommes qu'au 2e mois de la guerre en Ukraine ici. Et donc, penser que cela va simplement se terminer entre les Russes et les Ukrainiens, c'est un peu naïf. Laissez-moi simplement établir un lien ici. Et c'est une possibilité. Il y a de nombreuses façons dont tout cela peut évoluer. Mais nous savons que nous allons perdre 4 à 5 millions de barils de brut russe dans quelques mois. Et dans ce scénario, à court terme, c'est l'Europe qui subit 100% de la douleur. Mais les Européens ont quelque chose qu'ils peuvent faire à ce sujet. Ils peuvent utiliser le brut américain fourni par les États-Unis et renégocier avec leurs anciennes colonies africaines pour que le brut soit acheminé vers le nord. Entre les États-Unis et l'Afrique, cela suffit pour presque tout ce dont les Européens ont besoin. Mais alors ce brut n'ira pas ailleurs. Et le pays qui se trouve tout au bout de la chaîne, qui absorbe la majeure partie du brut mondial, le premier importateur mondial, c'est la Chine. Mais la Chine n'a pas la puissance navale pour aller, par exemple, dans le golfe Persique, escorter les navires, contrairement aux Japonais. Donc il m'est très facile d'imaginer que des problèmes économiques et politiques en Afrique déclenchent un conflit en Asie de l'Est, où les Chinois seraient laissés de côté. Et ensuite, il y aura un certain degré de confrontation militaire. Si nous avons de la chance, cela restera limité. Sinon, cela pourrait devenir très important en Asie de l'Est. Et penser que le Moyen-Orient, avec l'absence des Américains, va soudainement devenir un endroit paisible alors que les Saoudiens et les Iraniens se regardent déjà en chiens de faïence de part et d'autre du Golfe, je pense que c'est aussi un peu naïf. Donc ce sont les 3 grands exemples. Mais on peut regarder presque n'importe quelle paire de pays dans l'hémisphère oriental et il y a beaucoup de rancœur accumulée. Et ces pays qui se détestent sont parfaitement capables de provoquer leur propre conflit en très peu de temps s'il n'y a pas de gendarme mondial. Et en ce moment, même si je félicite l'administration Biden pour ses efforts de soutien aux Ukrainiens, vous remarquerez que cela ne se produit vraiment nulle part ailleurs, sauf avec l'Australie. Les États-Unis ne s'intéressent plus au monde comme ils le faisaient auparavant. Et une autre chose en exposant tout cela, je ne suis pas un grand étudiant de l'histoire, mais il existe tant d'exemples historiques, rien qu'en Europe, toute son histoire est faite de conflits entre ces pays sous diverses formes. Et l'un des phénomènes un peu étranges qui me rappelle un autre livre, Le 4e tournant de William Strauss et Neil Howe, c'est cette idée d'un manque de mémoire générationnelle. Donc, si on pense aux personnes qui peuvent réellement concevoir à quoi ressemblait un monde où il y avait une guerre mondiale, ces personnes sont littéralement à la maison de retraite, si elles ne sont pas déjà décédées, à cause du temps qui passe. C'est pourquoi ce livre est précieux, mais il ajoute aussi une difficulté supplémentaire. Il faut naviguer dans un monde qui est tellement étranger à celui auquel nous nous sommes habitués au cours des dernières décennies. Absolument. Les Européens vivent en paix grâce au système mondialisé depuis 75 ans, et parce que la paix a été imposée de l'extérieur, et parce que le pays qui a imposé cette paix, les États-Unis, a écrasé les Allemands. Dans ce processus, nous avons retiré le poids central du système européen, le remplaçant par une forme de placidité et de richesse qu'il n'aurait sans pu générer seul. J'espère vraiment que la guerre en Ukraine ouvrira une nouvelle page pour les Européens, leur permettant de reconnaître leur histoire et de bâtir quelque chose de mieux. Et vous savez, peut-être que nous avons vu certaines choses aller dans cette direction ces dernières semaines, mais d'un autre côté, la géographie n'a pas du tout changé. Le conflit avec les Russes n'est pas quelque chose de nouveau. Ceci relève de la politique de guerre et de sécurité européenne depuis l'origine du concept d'Europe. Et penser que les Allemands peuvent passer d'un passé socialiste pacifiste à simplement changer de cap, doubler les dépenses de défense et qu'on leur demande de défendre à nouveau la Pologne contre les Russes. Et il n'y aurait aucune conséquence à cela. J'espère vraiment que ça va marcher, mais nous allons très bientôt nous retrouver dans une situation où tous les schémas vont se répéter. Il y a quelques gazoducs qui arrivent en Allemagne sans passer par l'Ukraine ni par la Pologne. Donc nous allons très bientôt nous retrouver dans une situation où les Russes vont dire aux Allemands
Eh oui, on peut tout à fait assurer votre approvisionnement en électricité et continuer à vous fournir de l'énergie, mais il va y avoir un prix à payer pendant. Vous devez vous retirer de la coalition de l'OTAN sur toutes les questions concernant l'Ukraine, auquel cas la position de l'OTAN cesserait d'exister parce que nous ne pouvons pas le faire sans la logistique allemande. Donc toutes ces lignes de failles historiques sont toujours présentes. Et j'ose dire que les Russes en sont plus conscients de nos jours que la plupart des Européens. Alors, est-ce que cela signifie que, et peut-être que c'est trop réducteur? Excusez-moi de penser que certains de nos dirigeants ne sont pas particulièrement de très bons connaisseurs de l'histoire. Je pense qu'on peut l'affirmer. Mais est-ce que c'est ce que vous rechercheriez en termes de leadership capable de naviguer dans ce type de scénario en comprenant réellement comment ces pays interagissaient les uns avec les autres à ces époques historiquement plus normales, contrairement à ce que nous avons connu ces dernières décennies? Historiquement parlant, nous avons été plutôt bons à cela. Jusqu'à la guerre froide, les États-Unis élisaient surtout des gouverneurs ou des personnes ayant une expérience institutionnelle. Nous nous sommes éloignés de cela avec les 3 derniers choix. Les sénateurs ne connaissent pas vraiment le monde et Donald Trump reste Donald Trump. Il pourrait y avoir une exception avec Joe Biden simplement parce qu'il est assez âgé pour se souvenir de tout. Il fait partie du petit nombre de personnes de l'époque révolue qui étaient réellement des adultes, à part entière pendant la guerre froide et qui sont encore impliqués en politique. Maintenant, on peut analyser toute son équipe si tu veux. Je ne me sens pas extrêmement optimiste, mais je suis certainement plus optimiste que je ne l'étais pour les 4 derniers parce que Biden a reçu beaucoup de critiques pour la façon dont nous nous sommes retirés d'Afghanistan, et je peux comprendre ça. Nous ne pourrions pas agir ainsi en Ukraine si nous étions encore en Afghanistan, car nous dépendions des Russes pour la logistique des troupes là-bas. Donc nous avons en fait les mains libres maintenant. C'est quelque chose que nous n'avions pas depuis un moment. Nous sommes au début, aux États-Unis, d'une nouvelle situation stratégique fondamentalement différente. J'aimerais croire que les États-Unis seront à la tête d'une OTAN renouvelée. Je vois des accords comme celui entre l'Australie et le Royaume-Uni comme une base possible pour un modèle similaire dans le Pacifique. Mais vous remarquerez que rien de tout cela n'est économique. Tout concerne la sécurité. Donc tout l'accord que nous avions pendant la guerre froide, un compromis entre l'armement et le niveau de vie pour rallier tout le monde à notre cause, ce n'est plus d'actualité. Biden est en fait plus populiste que Donald Trump. Donc nous parlons d'une rupture fondamentale. Et les seules relations que les États-Unis sont susceptibles d'avoir sont celles où les intérêts en matière de sécurité sont alignés. Et comme nous le voyons avec les Australiens, cela a un coût économique pour le demandeur, pas pour les États-Unis. Pour être de notre côté maintenant, il faut vraiment payer le prix. Dans l'esprit de la sécurité et du débat sur la Chine, un autre livre influent est The Kill Chain de Christian Bros, aujourd'hui chez Andrel. Et il y a cette discussion sur l'histoire de la façon dont les États-Unis ont sécurisé les océans avec ces grandes plateformes navales de super porte-avions qui étaient sans égal par leur taille et leur capacité de projection de puissance comme moyen de garantir ce monde qui est en train de se désagréger. De votre point de vue, vous savez, je vous ai déjà entendu dire que ces super porte-avions définissent vraiment la projection de puissance dans toutes ces différentes régions géographiques. Pensez-vous que cela soit aussi en déclin en ce qui concerne la pertinence face à certains de ces problèmes potentiels de sécurité? Dans une certaine mesure. Ils furent sans doute l'arme de la guerre froide et de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis, au cœur de la puissance américaine depuis les années 1940. Ils sont efficaces pour projeter la puissance, mais ils ne sont pas particulièrement adaptés à la protection des voies maritimes. Ils sont trop concentrés. Et nous n'en avons plus que 13 aujourd'hui. Si vous voulez patrouiller les voies maritimes dans un monde plus chaotique, vous ne voulez pas 12 plateformes dont la moitié sera au port à tout moment. Vous souhaitez des centaines de plateformes type destroyer ou navires arsenal. Nous n'en disposons plus, ou pas encore. Donc dans un monde où tous les membres de l'Alliance américaine s'en remettent aux États-Unis pour les questions de sécurité, et donc ne mettent pas en mer une marine hostile. Et où vos principaux adversaires sont la Russie et la Chine. Et comme ils sont pratiquement enclavés, cela fonctionne. Mais quand la mondialisation disparaît et que chaque pays doit défendre ses intérêts, surtout maritimes, plusieurs marines seront en concurrence. Même si les États-Unis garderont la marine la plus puissante, avec au moins 5 fois plus de force à l'avenir, contre 10 fois plus actuellement.
Nous ne pouvons plus opérer en toute impunité. Et dans cet environnement, nous ne pouvons pas protéger les routes maritimes pour tout le monde. Nous ne pouvons protéger les routes maritimes que pour certains pays qui, pour une raison ou une autre, ont adhéré à notre programme, quel qu'il soit, d'une administration à l'autre. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous y arrivons. Parce que dans un monde où les approvisionnements énergétiques russes y sont perturbés, ou dans un monde où les Chinois et les Japonais sont à couteau tiré, dans un monde où les approvisionnements énergétiques du Golfe Persique s'effondrent, les puissances régionales devront défendre leurs intérêts, mais cela sera impossible sans une marine opérationnelle. Il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que les États-Unis entrent même dans une guerre importante avec l'un d'entre eux. En fait, beaucoup de ceux qui vont émerger seront probablement amicaux plutôt que l'inverse. Mais l'époque où les États-Unis pouvaient, par décret, dicter un environnement sécuritaire sur les mers est révolue. Et nous sommes actuellement en transition vers ce qui viendra ensuite. Un autre aspect de cette vision macro sur lequel j'aimerais avoir votre avis, c'est le rôle des récits. Donc, d'une certaine manière, vous avez parlé, vous savez, de lignes de faille historiques ou littéralement des contraintes géographiques auxquelles, par exemple, la Russie ou la Chine pourraient être confrontées avec, vous savez, la première chaîne d'îles qui constitue pour la Chine une contrainte physique très concrète. Nous avons parlé avec d'autres investisseurs qui évoquent, vous savez, une action même ou un récit qui, vous savez, entraîne les marchés et les valorisations dans toutes sortes de directions différentes. Dans quelle mesure accordez-vous de l'importance à cela lorsqu'il s'agit de certaines de ces questions géopolitiques? Un exemple que je donnerais, c'est que nous avons eu une guerre civile en Éthiopie et il n'y avait pratiquement aucune réaction aux États-Unis. Il n'y avait aucun gros titre dans les médias qui captait l'attention de tout le monde. Et pourtant, ce n'est clairement pas le cas en ce qui concerne ce qui se passe en Ukraine, où il y a, vous savez, chaque gros titre, chaque newsletter que je reçois du Wall Street Journal, c'est la mise à jour du jour sur ce qui s'y passe. Verra-t-on plus de conflits qui, en tant que citoyens américains, n'entrent même pas dans notre champ de vision ou ne sont même pas évoqués? Je pense qu'on va en voir de plus en plus, plutôt que de moins en moins. Alors que l'Ukraine suggère un regain d'intérêt des États-Unis pour le monde, reste à voir combien de temps cela durera. Mais pour tous les autres conflits qui se déroulent actuellement dans le monde, je pense qu'ils sont tout simplement complètement sortis du radar. Quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois du Congo, du Soudan, du Yémen ou de l'Irak ? Aucun de ces conflits n'a cessé, c'est juste que les Américains ont arrêté de s'en soucier. Si vous voulez être impliqué, si le gouvernement américain veut que l'Amérique soit impliquée, il faut convaincre le peuple américain qu'une intervention en vaut la peine après 20 ans de guerre sans fin. C'est une décision difficile. Et même avec l'Ukraine, Joe Biden a fait tout son possible pour préciser très clairement qu'il ne s'agira pas d'un conflit habituel. Il y a des risques, absolument. Tout ce qui concerne les Russes sera risqué. Mais nous ne parlons pas de déployer des forces en avant pour affronter les Russes dans l'est de l'Ukraine, et cela ne sera absolument pas à l'ordre du jour. Donc soit vous êtes un pays capable de négocier un accord parallèle avec les États-Unis, soit vous êtes livré à vous-même. Les pays cherchent encore à comprendre ce que cela signifie. Le pays qui se trouve de loin dans la pire position, ce sont les Chinois, car la situation sécuritaire en Ukraine a mis à nu 40 ans de leur planification comme étant erronée. Et ils perdent la capacité de dialoguer de manière constructive avec les États-Unis à cause de problèmes internes, et les Américains s'éloignent aussi. Et il n'y a aucun pays au monde qui soit plus dépendant de l'ancien système que la Chine. Y a-t-il des alliances qui auraient du sens à former? Vous savez, vous connaissez l'OTAN. Il y a eu la nouvelle, je crois que c'était l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis. L'accord Quad. D'autres alliances méritent-elles notre attention ou pourraient-elles réapparaître historiquement? Pour commencer, il n'y en aura de toute façon que très peu, et ce seront des pays qui sont soit des cousins culturels, soit des nécessités stratégiques pour garder des options ouvertes. Donc l'Australie est de loin en tête de liste. Le Japon a payé pour rejoindre sous Trump. Et si vous savez conclure un accord à la fois avec Biden et avec Trump, c'est que vous êtes bon. Et les Japonais ont compris comment faire fonctionner cela. Singapour, sans aucun doute, un allié des États-Unis à l'avenir. Et bien sûr, le Royaume-Uni. Mais pour tout ce qui sort de ces quatre-là, il faut défendre sa position. Nous assistons maintenant à la première revitalisation de l'OTAN depuis des décennies. Je dirais que l'Europe agit sur la même longueur d'onde pour la première fois depuis, disons, le traité de Westphalie. Ce genre d'intégration et de coopération en Europe est absolument sans précédent. Espérons que cela dure.
Par ailleurs, tout l'hémisphère occidental reste en quelque sorte sous un cordon sanitaire judiciaire. Donc ce n'est pas comme si beaucoup de pays de l'hémisphère occidental étaient des alliés, mais les Mexicains sont maintenant des amis et de la famille. Et ça fonctionne. Les Américains veulent éloigner les puissances de l'hémisphère oriental de l'occidental, ce qui profitera à plusieurs pays de l'hémisphère occidental. Mais il n'y a rien qu'ils puissent apporter en matière de coopération sécuritaire qui puisse aider à cela. Aucun d'entre eux n'a de capacité de déploiement. Le plus proche, bien sûr, serait le Canada. Moins de 6 semaines après le début de la guerre en Ukraine, ils avaient déjà tout envoyé aux Ukrainiens. Les réserves sont vides. Et donc les Canadiens sont en fait à Washington en ce moment en train de parler avec des fabricants d'armes américains pour des achats, parce qu'ils n'en ont plus eux-mêmes. Leurs fabricants d'armes ont tous fermé après la guerre froide. Donc la liste, c'est vraiment courte. Dans le même ordre d'idées, c'est aussi quelque chose qu'on considère comme acquis en tant qu'Américains. Mais nous avons essentiellement les deux plus grandes douves naturelles du monde à l'est et à l'ouest, avec l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, simplement la capacité de prendre du recul et de ne pas avoir à s'engager dans différents conflits. Et puis, comme tu l'as dit, avoir seulement le Mexique et le Canada, et c'est l'ensemble de nos frontières à sécuriser, à quel point c'est différent de beaucoup d'autres pays du monde en ce qui concerne leur propre situation sécuritaire. Tu as parlé du Mexique et des cartels de la drogue, des guerres de la drogue là-bas qui pourraient potentiellement représenter un vecteur de risque. Et je dirais que de la même manière, pour les États-Unis, nous n'avons pas beaucoup réfléchi à la possibilité d'un conflit de ce genre à notre frontière. Peux-tu développer un peu sur un autre sujet que tu vois poindre à l'horizon là-bas? Bien sûr. Commençons donc par la frontière. Elle fait 3200 km de long. Il est totalement impossible de la défendre avec des moyens conventionnels. Les gens parlant de mettre l'armée là-bas, mais même si on mettait toute notre armée à la frontière, ça reviendrait à avoir un gars tous les quelques kilomètres. Nous ne pouvons même pas la surveiller, encore moins la fermer. Et malgré tout ce qu'on dit sur le mur, les déserts de Sonora et de Chihuahua sont les plus grandes barrières naturelles de l'hémisphère occidental. Je dirais même qu'ils sont encore meilleurs que les Andes, parce que les Andes ont des cols. Pour construire la route sur toute sa longueur, il faut d'abord bâtir 50 routes de chantier jusqu'à la frontière. Ensuite, vous avez rendu la moitié de la frontière inutile en facilitant la traversée de la moitié du désert. Donc je dirais en fait que le mur est en grande partie responsable d'une grande partie du surcroît de migration irrégulière que nous avons vu au cours des 5 dernières années. Une fois que vous avez assimilé cela, vous regardez la situation un peu différemment, parce qu'il est beaucoup plus facile de faire passer de la drogue que de faire passer une personne. C'est une marchandise légère et de grande valeur. En construisant des routes, nous avons grandement facilité le transport vers les régions métropolitaines des États-Unis. Dans cet environnement, vous changez la culture du Mexique. Avant, on abattait des avions ou capturait des bateaux qui livrèrent la marchandise directement aux États-Unis, comme à l'époque de Miami Vice. Et ce faisant, cela a forcé la cargaison à passer par le sud du Mexique, où elle commençait à serpenter à travers les vallées montagneuses jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement les États-Unis. Eh bien, à chaque fois que vous remontez une vallée montagneuse, vous trouvez des groupes concentrés, comme des groupes du crime organisé, qui s'emparent d'une partie de la marchandise, puis ils s'étendent le long de la vallée pour en prendre de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils finissent par s'affronter. La guerre de la drogue au Mexique, c'est la lutte pour contrôler les routes de transport. Si vous avancez jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 grandes alliances de cartels de la drogue. L'une est celle de Sinaloa, c'est un peu une sorte de conglomérat. Ils considèrent le trafic de drogue comme une entreprise et ils se sont étendus à des industries parallèles comme le tourisme, l'agriculture et l'immobilier. Je ne dis pas que ce sont des types sympas. Ce sont des trafiquants de drogue pas sympathiques, mais pour eux la violence est un moyen, pas une fin. Eh bien, vous vous souvenez d'El Chapo, il était le chef du cartel de Sinaloa. Et quand nous avons finalement attrapé El Chapo, une faction du cartel de Sinaloa s'est séparée et a fini par fusionner pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cartel Jalisco Nouvelle Génération. Et ils considèrent la violence comme une fin en soi. Ils sont bien plus brutaux. Ils sont beaucoup plus susceptibles de faire la guerre à tout le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Est du Mexique est aujourd'hui très violent. Ils affrontent directement les cartels et les éliminent, tout en défiant aussi Sinaloa. Le problème à l'avenir, c'est que la nouvelle génération de Jalisco défie désormais les cartels préexistants à chaque point de passage frontalier. Et dès qu'ils en prennent le contrôle, ils peuvent en commencer à faire entrer de la drogue en masse.
Donc oui, cela, à mon avis, est la plus grande menace pour la sécurité à laquelle les États-Unis sont confrontés à long terme, parce qu'il n'est pas question que nous mettions fin à notre relation avec le Mexique. C'est notre plus grande relation énergétique, c'est notre plus grande relation agricole, c'est notre plus grande relation manufacturière. Et si vous excluez la migration illégale, cela reste la plus grande relation migratoire. Le Mexique et les États-Unis devront désormais collaborer, pour le meilleur ou le pire. Nous n'avons pas encore trouvé de bonne stratégie pour cette guerre. Alors, quels sont les parallèles historiques ici? Parce que vous savez, il peut y avoir différents outils, il peut y avoir différentes technologies pour mener la guerre, mais il y a quand même des similitudes. L'art de la guerre a été écrit il y a des milliers d'années. L'art d'une guerre de la drogue, l'art d'une guerre entre cartels, c'est un jeu un peu différent. J'aimerais pouvoir vous donner quelques repères sur la façon dont nous pourrions améliorer cela. Mais tant que les Américains aiment leur cocaïne et qu'ils sont prêts à payer pour ça, ça continuera d'arriver et les cartels de la drogue continueront de se battre pour ça. Un des problèmes actuels aggravant la situation est que les cartels ont autant de pouvoir depuis si longtemps. Ils blanchissent leur argent via d'autres industries, devenues aujourd'hui des sources de profit. Donc ce n'est plus seulement une question de drogue. Et cela leur donne une certaine capacité à durer face à n'importe quelle stratégie potentielle. Et s'il y avait une solution facile à ce problème, Joe Biden l'aurait résolu. Donald Trump l'aurait résolu. Barack Obama l'aurait résolu. George W. Bush l'aurait résolu. Bill Clinton l'aurait résolu. Et cela remonte jusqu'aux années 1960. C'est une préoccupation nationale légitime qui n'a pas de solution facile. Je souhaite changer de sujet. Encore une fois, si vous ne lisez que les gros titres, la Chine fait très peur. Il y a, vous savez, la possibilité qu'ils nous dépassent économiquement et toutes ces autres choses au sujet desquelles les gens tirent la sonnette d'alarme. Vous avez été l'une des premières voix. Cela, pour moi, a changé ma perception non seulement des risques structurels qu'ils impliquaient, mais aussi peut-être de la probabilité qu'il n'y ait pas cette sorte d'inévitabilité de la domination chinoise sur l'ensemble du globe. Je pense que nous commençons à voir certaines des fissures à travers les confinements et les pénuries alimentaires qui touchent Shanghai et d'autres provinces en Chine. Mais pouvez-vous parler un peu de ces répercussions en aval, à la fois pour l'énergie et l'alimentation, en ce qui concerne la Chine? Bien sûr. Eh bien, commençons par la base. La seule raison pour laquelle nous parlons même de la Chine comme d'une puissance importante, c'est à cause de la mondialisation. C'est le règlement de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui a retiré aux Européens la capacité d'intervenir en Chine. Fin de la Seconde Guerre mondiale et accord avec les Japonais ayant empêché la colonisation de la Chine. Le Japon était en train de gagner en Chine jusqu'à ce que les bombes tombent sur Nagasaki et Hiroshima. Puis soudain, l'environnement chinois a changé brusquement. Les étrangers partis, les Chinois ont mené leur guerre civile, remportée par les communistes. Et puis, 20 ans plus tard, les Soviétiques et les Chinois ont failli entrer en conflit nucléaire à cause de différends frontaliers. C'est là qu'interviennent Nixon et Kissinger, et la suite appartient à l'histoire, car nous avons essentiellement convaincu les Chinois de changer de camp. Ils ont intégré le système mondial en abandonnant les Soviétiques, créant ainsi l'environnement stratégique qui a permis la croissance de la Chine depuis lors. Cependant, cela n'est pas durable sans l'intervention des États-Unis ou sans la mondialisation en général. La chaîne d'îles au large de la Chine, le Japon, Taïwan, les Philippines, s'accordent tous sur un point. Ils ne sont pas la Chine. Et les Chinois n'ont jamais été capables de projeter leur puissance au-delà de cette limite, sauf pendant l'ordre mondial, parce que les Américains ont forcé tout le monde à être du même côté. Cela est en train de s'effondrer maintenant, et les Chinois n'ont, sous aucune forme, la capacité de projeter leur puissance bien au-delà de leurs propres côtes. Ils possèdent de nombreux navires, dont 90% ne peuvent naviguer à plus de 1000 miles des côtes. Cela suppose qu'ils avancent lentement, en ligne droite, pour économiser du carburant et sans subir de tirs. En réalité, la Chine a du mal à dépasser Taïwan. La Chine est l'économie la plus internationalisée par sa dépendance à ses ressources et marchés. Donc si le système mondial s'effondre, c'était fini. Le système chinois implose. Et si la Chine se retrouve en guerre réelle avec qui que ce soit, les Japonais, les Taïwanais, les Vietnamiens, les Indiens, les Américains, quelqu'un va placer quelques destroyers dans le golfe Persique ou dans l'océan Indien et couper la ligne d'approvisionnement en énergie. Les États-Unis ne sont plus le principal importateur mondial d'énergie depuis plus de 10 ans. C'est désormais la Chine. La Chine importe 85% de son énergie, et 85% de cette énergie provient du golfe Persique, et les Chinois ne peuvent pas accéder au golfe Persique.
Donc toute rupture de l'ordre régional ou mondial, et c'est la panne totale. Et n'oubliez jamais que l'agriculture est un secteur industrialisé et les Chinois importent presque tous leurs intrants pour cela aussi. Donc vous parlez de coupure d'électricité, de l'arrêt des camions et de la famine en moins d'1 an. Comment comptez-vous obtenir de la visibilité dans cette situation, sachant que des journalistes étrangers ont été expulsés? Ils rendent déjà, vous savez, même la publication de certaines données internes illégales, ou bien ils les obscurcissent ou les falsifient. Donc, vous savez, en réalité, on parle ici de la fonction de production selon Peter, en tant que chercheur, en tant que personne qui essaie d'élaborer une stratégie à partir de la réalité. Où cherchez-vous le véritable signal au milieu du bruit? C'est devenu facile. Avant, c'était plus opaque, mais depuis que Xi a transformé le système en culte de la personnalité, ils ne prennent plus de décisions fonctionnelles au sommet. Un excellent exemple est ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Il y a donc cette croyance en Chine que les Russes prendront l'Ukraine en premier. Cela va en quelque sorte prouver la théorie que nous avons selon laquelle nous pouvons prendre Taïwan facilement. De toute évidence, ce n'est pas le cas, car même si les Russes ne sont clairement pas à la hauteur, l'armée ukrainienne n'est pas une armée régulière. Ils s'en sortent très bien, ne vous méprenez pas. Mais l'écart de puissance dans ce cas n'est pas aussi grand que celui entre la Chine et Taïwan, car les Taïwanais se préparent à cette guerre depuis maintenant 70 ans et ils disposent de beaucoup d'équipements modernes. Et oui, cela reste une île. Oubliez ce point, ils savent que la relation stratégique ne se passera pas comme prévu. Ils sont terrifiés par les boycotts et les sanctions, car l'idée que les actionnaires se retirent est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter économiquement. Ils ont besoin de ces connexions pour employer leur population. Et les sanctions, vous savez, dites ce que vous voulez sur l'économie russe. C'est un grand exportateur de produits alimentaires et d'énergie. Et les Chinois sont de grands importateurs des deux. Donc si nous imposons des sanctions du type de celles imposées à la Russie sur le système chinois, c'est fini, tout s'effondre en moins d'1 an. Et puis, s'il vous faut une raison de plus, il y en a déjà beaucoup. La démographie. La politique de l'enfant unique a débuté il y a 40 ans. Il manque de travailleurs et de consommateurs. C'est la société qui vieillit le plus vite de l'histoire humaine. Et certaines des données qui ont fuité du recensement de la décennie 2020 suggèrent qu'ils ont en fait surestimé leur population d'environ 100 millions de personnes. Toutes ces personnes sont nées après la politique de l'enfant unique et il s'agit sans doute majoritairement de femmes. Donc il n'y a aucun espoir de reconstitution démographique pour ce pays. Nous avons toujours su, en ce qui concerne la démographie, que cela allait s'effondrer au cours de ce siècle parce qu'ils vieillissent si rapidement. Il y aura moins de la moitié de la population actuelle en 2100, en supposant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Et maintenant, avec ces nouvelles données du recensement, nous devrons peut-être avancer cette date de 50 ans. Donc à mon avis, cette décennie a toujours été celle où le système chinois allait complètement s'effondrer. Nous perdons notre épouvantail, je pense que nous nous en sortirons. Je voudrais juste insister un peu plus là-dessus. J'accepte la plupart des arguments, mais juste pour jouer l'avocat du diable ici, concernant la chute de la démographie, il y a un argument autour de la robotique. Vous n'aurez pas besoin d'autant de personnes du point de vue de la fabrication parce qu'on peut y mettre des robots. Vous n'aurez pas besoin d'autant de conducteurs parce qu'il y aura des véhicules autonomes. Et puis, du point de vue de l'indépendance énergétique, ils peuvent déployer le nucléaire, ils peuvent compter sur le charbon et parmi d'autres sources d'énergie et remplacer essentiellement leurs besoins par un réseau électrique alimenté par le nucléaire pour y parvenir. Ce sont là deux arguments contre deux des points évoqués. Ce sont des points que tu as soulevés, ils sont justes. Je veux dire, si tu changes les règles du jeu, je vais changer d'avis. C'est comme ça que ça fonctionne. Le nucléaire et le charbon sont pour eux des options viables pour produire de l'électricité, c'est vrai. Leurs centrales nucléaires ne sont pas les plus efficaces, mais elles fonctionnent. Et ils ont beaucoup de charbon tendre. Ma préoccupation, en raison de la situation démographique, est beaucoup plus fondamentale cependant. Si vous n'avez pas assez de personnes pour consommer, vous n'en avez pas assez pour alimenter votre système économique. Et donc les Chinois ont toujours été beaucoup plus dépendants que la plupart des autres des importations pour les matières premières, puis des exportations pour les produits finis. Vous ne pouvez pas faire cela sans un système mondialisé. Vous évoquez ici le meilleur scénario, soit un environnement similaire à la Corée du Nord, où la nourriture manque mais l'électricité reste disponible. Ça pourrait être pire. L'histoire de la Chine regorge d'exemples où c'était pire. Mais ce que vous venez d'identifier est probablement le meilleur scénario pour eux.
Compris. Et puis, une dernière partie ici. Ensuite, j'aimerais conclure avec vous en tant que stratège géopolitique. Mais il y a un autre argument. La Russie a littéralement connu, et ce mot est trop souvent utilisé, mais littéralement des sanctions financières sans précédent imposées contre elle. Et ils avaient cette idée de forteresse Russie. Vous avez évoqué la ministre des Finances, que vous admiriez pour son intelligence et ses compétences. Pardon, il s'agissait de la présidente de la Banque centrale. L'idée qu'une fois que cette cartouche a été tirée, pour ainsi dire, par le monde occidental, la Chine se retrouve maintenant dans une position où elle peut dire « Nous voyons maintenant ce qui est possible, ce dont ils sont capables, et nous pouvons commencer à nous préparer à un tel scénario. » La cartouche a été extraite de la chambre pour la première fois. Qu'en pensez-vous? Eh bien, commençons par la monnaie, puis passons à l'IDE. Donc pour la monnaie, tous ceux qui, pour une raison ou une autre, n'apprécient pas les États-Unis, ont vu cela comme la preuve qu'ils doivent passer à un autre système. Et donc tout le monde a commencé à discuter de ce vers quoi ils allaient en se tourner. Les Russes disent, eh bien évidemment, ça devrait être le rouble. Et les Chinois, non, 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 ça devrait être le yuan. Mais il n'est pas convertible. Donc nous allons devoir vous les acheminer par avion, palette par palette. Et nous n'en voulons jamais aucun en retour. Et les Indiens disent, eh bien utilisons la roupie. Et donc, vous savez, ça ne fait que 6 mois, et tous ces plans ont implosé, et le rôle du dollar américain dans le système mondial a augmenté. D'autant que l'euro s'est désormais essentiellement arrimé au dollar comme système de soutien secondaire plutôt que comme pôle indépendant. Et c'est pareil pour les Japonais. Donc vous savez, il n'y a tout simplement pas d'alternative ici. Il n'y a pas d'autre option. Du côté des investissements, les Chinois ont la réputation de recourir massivement à la fuite de capitaux et une grande partie de leurs revenus d'exportation pour acheter ce qu'ils considèrent comme des actifs stratégiques à travers le monde. Cela a suscité beaucoup d'inquiétudes dans de nombreux endroits. Eh bien, ils savent maintenant que cela ne sert à rien parce que les Allemands, qui sont, vous savez, disons pas, comment devrais-je dire cela ? Ils ont fait de mauvais choix stratégiques depuis 30 ans concernant les Russes et commencent à nationaliser les actifs russes en Allemagne. Vous savez, les Allemands pacifistes et socialistes. Donc, les Chinois se rendent maintenant compte que tout ce qu'ils ont acheté à l'étranger ne vaut rien, et ils essaient d'en vendre une grande partie. Ils auront un peu de liquide, mais ne veulent que des dollars. Compris. Réponse puissante. Je voudrais conclure ici parce que non seulement j'ai vu ton ascension ces dernières années en tant que personne capable d'apporter des analyses et de construire une entreprise vraiment intéressante. Si j'avais compris qu'une carrière comme la tienne était possible quand je sortais de l'école, je pense que ça serait vraiment devenu une sorte d'étoile du Nord pour moi. Alors, pourrais-tu commencer par nous donner un aperçu de Zeian on Geopolitics, du modèle économique et de ce que cela implique réellement d'être un stratège géopolitique ou de travailler dans un cabinet de conseil en géopolitique? Je suis généraliste. Je fais de la finance, démographie, fabrication, agriculture et bien d'autres domaines. Ma base est la démographie et la géographie, mais cela ne sert à rien si on ne l'applique pas aux personnes en face. Nous avons débuté par du conseil puis fait des conférences publiques. Sur scène, je m'amuse beaucoup avec un bourbon et un café, et tout le monde s'amuse. Le mois dernier, une partie du plaisir s'est envolée car il faut parler de la guerre. Mais si je ne peux pas rendre l'information accessible et applicable, je ne serai qu'un consultant de plus, la tête plongée dans un livre. J'essaie d'être plus que ça, et cela signifie que je dois apprendre à voir le monde du point de vue de chaque client pour chaque présentation ou événement de conseil. Cela peut être vraiment passionnant. Selon le client et ses priorités, cela peut être déprimant. Je n'ai pas toujours de bonnes nouvelles. Et donc c'est dans la façon de l'annoncer, dans bien des cas, pour ne pas encourager les gens à chercher le balcon le plus proche pour sauter. Deuxièmement, les livres sont ma façon d'avoir une conversation avec moi-même, pour ainsi dire. Chaque présentation que je fais est différente. Elle est adaptée au public. Et puisque le livre s'adresse à un public général, c'est un mélange d'éducation, de prévision et d'explication pour aider les gens à comprendre comment nous en sommes arrivés là. Et le nouveau livre, en particulier La fin du monde n'est que le début, fait cela d'un point de vue économique ainsi que stratégique. Mes 3 premiers livres relèvent du genre Ascension et Chute des nations. Et celui-ci, tu sais, c'est à quoi va ressembler le monde dans lequel nous allons vivre pendant les 30 prochaines années. Attends. C'est très bien. Je vais le recommander très, très vivement. Je pense que la meilleure analogie que je puisse trouver, j'ai déjà mentionné quelques livres, mais Sapiens de Yuval Harari était le livre que tout le monde citait en disant « Voilà comment fonctionne le monde ». J'ai lu les 2.
celui-ci est meilleur que ce livre. Non, oh non, je ne veux pas dénigrer Yuval, mais ce livre devrait avoir autant de succès et il est vraiment éclairant sur ce qui se passe actuellement et il crée une image vraiment claire. Comment construis-tu ton équipe pour obtenir les informations dont tu as besoin, que ce soit, tu sais, des chercheurs ou même simplement, et je veux comprendre X. Est-ce que tu vas vraiment dans le détail comme j'ai besoin de savoir quelle a été la production de pétrole de ce pays au cours des 30 dernières années ou comment gères-tu réellement l'information au sein d'une entreprise comme la tienne? Eh bien ça, précisément, c'est quelque chose que nous obtenons pour chaque pays, et généralement sur plus de 30 ans. Souviens-toi, chaque client est différent. Il voit le monde sous un angle différent. Et nous devons avoir des clients dans l'industrie, l'agriculture, la finance et tout le reste. Oui, chaque fois que nous construisons une idée de la façon dont le monde fonctionne de leur point de vue, nous devons comprendre tous les aspects de leurs opérations et du contexte dans lequel ils opèrent. Mais pour l'équipe, j'ai un peu triché. J'ai débauché à plusieurs reprises chez mon ancien employeur pour recruter des gens avec qui je travaillais depuis longtemps. Donc certains membres de mon équipe sont avec moi depuis une dizaine d'années maintenant. Au-delà de ça, nous formons toujours de nouvelles personnes. Nous avons embauché quelqu'un il y a quelques mois qui s'est adapté comme un poisson dans l'eau. Mais je dirais que la chose la plus importante, c'est que j'encourage mon équipe à me dire quand j'ai tort, parce que ça arrive. Et s'ils ne le font pas, alors je me ridiculise devant tout le monde. Et ça, c'est vraiment mauvais. Donc il faut souvent mettre son ego de côté et ne pas le prendre personnellement. Et je dois imaginer qu'il faut aussi bien comprendre où se trouvent les bonnes données, comme construire un raisonnement à partir des premiers principes. Donc, quelque chose que j'ai appris de toi, c'est que tu as parlé, ce n'était pas le Sinaloa. Quel était le nom de l'autre cartel ici déjà? Le Jalisco, comme une partie des problèmes d'avocats auxquels nous faisions face. Comme tu sais, le guacamole de ma femme qui augmente de prix était lié à ça. Comment fais-tu pour obtenir cette information? Je suppose que tu n'interviews pas quelqu'un du cartel de Jalisco. En règle générale, non, je ne le fais pas. Interviewer des criminels internationaux. Pour celui-ci, il y a quelques années, j'ai présenté devant un groupe nommé les Pickle Packers. Et en hiver, la plupart des meilleurs concombres utilisés dans l'industrie américaine du cornichon viennent du Mexique. Le Mexique est un pays montagneux. Donc, ils ont leurs serres disposées en escalier sur les montagnes, ce qui signifie qu'ils ont en fait la meilleure implantation au Mexique pour comprendre les cartels. Quand les cartels automobiles se sont intéressés à l'agriculture, les emballeurs de cornichons le savaient en haut. Je parle donc avec tous mes clients depuis 10 ans, soit environ 650 personnes. Chacun a son histoire et tout finit par se mélanger. Et de temps en temps, on découvre une connexion bizarre à laquelle on n'aurait jamais pensé. Et ça, c'en est une. Et je dois imaginer que c'est aussi, vous savez, le fameux adage de la connaissance qui s'accumule. J'ai entendu une histoire une fois, ou peut-être que c'était une sorte de fable ou quelque chose comme ça, mais c'était, vous voyez, le sénateur lit les nouvelles et il parcourt essentiellement tout l'article et il a fini en 15 secondes parce qu'il cherchait en réalité seulement un fait précis en rapport avec l'histoire, puisqu'il suivait ses évolutions depuis des décennies au cours de sa carrière. Le nouveau stagiaire ne comprenait pas comment il pouvait apprendre aussi vite en lisant un article. Et je dois imaginer que cela fait aussi partie de votre champ de compétences, puisque vous réfléchissez à ces sujets de façon aussi intensive depuis si longtemps, que vous ajoutez en réalité juste un petit fait supplémentaire à un corpus d'entreprises déjà existant. Tout est une question de contexte. Et quand il s'agit de faire comprendre aux gens ce qui se passe dans le monde autour d'eux, si vous pouvez leur expliquer dans leur propre contexte, cela restera gravé dans leur esprit. Et je pense que c'est exactement ce que nous faisons ici. Jusqu'à présent, tout va bien. Exactement. Peter, ça a été fantastique. Merci d'avoir partagé votre temps et vos idées avec nous. Avant de conclure avec nos 2 dernières questions, y a-t-il autre chose en dehors de recommander le livre que vous jugez important pour les gens ou un aspect géopolitique à surveiller? Je veux simplement qu'on comprenne que le monde des 70, surtout des 30 dernières années, était simplement une confluence magique d'événements sans lien, une structure démographique relativement jeune ou équilibrée, et un contexte géopolitique plus sûr qu'il ne l'avait jamais été. Ces 2 choses de ce cas se touchent à leur fin. Nous entrons dans une ère nouvelle où les pays devront s'en sortir ou sombrer principalement par leurs propres moyens.
Si vous êtes dans l'hémisphère occidental, ce sera beaucoup plus facile que dans l'hémisphère oriental. Et si vous êtes en Amérique du Nord, ce sera plus facile qu'en Amérique du Sud. Donc les États-Unis, ils vont s'en sortir plutôt bien. Vraiment bien. Différent. Et je ne veux pas dire que la route à venir sera droite ou sans embûches, mais nous nous en sortirons. Si vous cherchez à en savoir plus, surtout en ce qui concerne la guerre en Ukraine, parce que c'est tout ce dont tout le monde parle en ce moment, le site web est www.zayan.com. Vous pouvez vous inscrire à une newsletter directement sur la page d'accueil. La newsletter étant gratuite, elle le sera toujours. Allez-y. Et j'encourage évidemment les gens à découvrir le nouveau livre « La fin du monde n'est que le début », mais aussi les ouvrages précédents. Nation des Unies n'était pas le plus simple, mais c'était un livre captivant que j'ai dévoré. Je recommande vivement Nation des Unies. Tous les liens seront dans les notes de l'épisode. Mais avant de vous laisser partir, Peter, j'aimerais vous donner une dernière fois la parole pour lancer un défi concret à notre audience. Comme la newsletter est gratuite, nous sollicitons activement des dons pour un groupe appelé AFIA, la fondation AFIA, afiafoundation.org. Ils fournissent une assistance médicale aux réfugiés de la guerre en Ukraine. Jusqu'à présent, environ 6,5 millions d'Ukrainiens ont fui leur domicile et il y a presque 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine qui vont probablement devoir évacuer également dans les prochains mois. Tout ce que vous pouvez donner sera apprécié. Et ici, nous versons toutes les redevances provenant de toutes les ventes de tous les formats des 3 livres, Accidental, Absent et Disunited Nations, à AFIA, au moins jusqu'au 1er juin. Et à ce moment-là, nous verrons où en est la guerre. Magnifique. J'espère que cela se termine vite et que beaucoup de gens puissent faire un don et apporter leur soutien. Pierre, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Heureux d'être ici. Nous venons d'avoir une discussion approfondie avec Pierre Zayan. J'espère que vous passez une journée fantastique.